Radio Alpa, l'alternative. Jean-Yves Breteau au micro, Frédéric Chauveau à la réalisation technique, c'est la tribu des assos sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. « 228e numéro de la tribu des assos, l'émission qui donne chaque semaine la parole à une association locale du Mans ou de la Sarthe. Et aujourd'hui, je reçois l'association SARF, la Société des Amis de la Révolution Française, le club René Levasseur de la Sarthe, qui est représenté par son président Daniel Jouteux. Bonjour Daniel Jouteux. Bonjour. Alors, votre association existe sur le Mans depuis le 26 février 2010. Qu'est-ce qui explique l'intitulé de votre association, la Société des Amis de la Révolution Française ? Bien écoutez, nous nous sommes constitués effectivement en 2010 pour répondre à un besoin qui s'est exprimé lors de la découverte des ossements lorsqu'il y a eu les fouilles place des Jacobins. Oui, au Mans. Au Mans, oui. On a découvert des ossements qui datent de la bataille du Mans. Et à partir de là, il y a eu toute une polémique qui s'est engagée sur le rapatriement de ces ossements en Vendée ou ailleurs d'ailleurs. Tout à fait, oui, je me souviens. Les gens qui se réclamaient ces ossements étaient même divisés eux-mêmes sur le lieu où les mettre. Et donc, nous avons, en réaction à cela, constitué une association qui s'appelle la Société des Amis de la Révolution Française, parce que nous n'avons pas voulu en rester sur ce terrain-là qui était donné en 2010, mais bien de nouveau populariser cette période historique de la Révolution française, qui avait connu un pic important lors du bicentenaire de la Révolution française et qui depuis était un peu retombé comme une crème et dont surtout on est dans une période où au niveau d'un certain nombre de médias il y a une politique anti-Révolution française qui est menée et nous entendons de nouveau populariser cette période de la Révolution française auprès d'un large public. Alors, qu'est-ce qui vous agaçait dans cette histoire d'appartenance des ossements, effectivement, qui ont été retrouvés lors de ces fouilles ? D'abord parce que ces ossements, il était impossible de les attribuer soit à l'armée catholique et royale, soit aux républicains, puisque la bataille qui a fait rage au Mans a été quand même assez terrible. Il y a eu de nombreux morts, mais dans les deux camps. Et les recherches archéologiques qui ont été faites ont bien prouvé qu'il était impossible d'attribuer ces ossements à un camp ou à un autre. Donc nous avons dit, pour notre part, qu'il était incroyable de pouvoir se réclamer de ces ossements et de laisser ces ossements là où ils sont, c'est-à-dire actuellement gardés par la DRAC au niveau régional pour poursuivre les recherches scientifiques sur ces ossements, dont on espère que dans quelques années, il y aura encore de nouvelles techniques qui permettront de pousser plus loin les investigations. Voilà, la DRAC est la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. C'est ça. Alors, votre but, on peut le dire, est surtout dans une démarche d'historien ? Oui, absolument. Nous voulons repopulariser la Révolution française, et notamment ses valeurs républicaines et démocratiques. Et pour ce faire, nous organisons chaque année, depuis que nous sommes créés, 2 conférences par an, avec des thèmes qui sont choisis lors de notre Assemblée Générale annuelle. Le fait que vous intéressiez à ces valeurs démocratiques et républicaines de la Révolution française, ça sous-entend quoi ? Qu'elles sont menacées Ça veut dire que la Révolution française a été très très riche. C'est quand même elle qui a institué la République, c'est elle qui a institué l'Assemblée nationale constituante, et qui a discuter de la démocratie. C'est les premiers débats au sein de l'Assemblée nationale constituante sur la démocratie. Alors, qu'elle était complète ou incomplète, qu'elle est devenue une république ensuite, après avoir été de république au suffrage universel en 1792, après l'insurrection du 10 août 1792, qui vit la royauté abolie le 21 septembre, eh bien, il lui a succédé une république des notables. Donc, il y a tout un débat sur à la fois la démocratie, à la fois faut-il une chambre ou 2 chambres, qui était la question posée à l'Assemblée nationale constituante. Et qui reste toujours posée, et qui reste toujours posée aujourd'hui, puisqu'on a pu entendre que certains demandent la suppression du Sénat, par exemple. Donc, ce sont des questions d'actualité, mais que nous, en tant qu'historiens, nous posons dans son calendrier historique. Maintenant, à chacun, à partir de là, d'en tirer ses propres leçons.
Puisqu'on est dans l'histoire et en même temps dans le présent, sur cette question justement, faut-il oui ou non supprimer le Sénat? Quel est l'avis de la Société des Amis de la Révolution française? Alors, la Société des Amis de la Révolution française n'a pas pris position sur cette question. Nous constatons qu'au sein de l'Assemblée nationale constituante, pourquoi est-ce qu'il n'y a eu qu'une seule assemblée? Tout simplement parce qu'on était en train de supprimer les ordres, dont l'ordre de la noblesse. Or, instituer une deuxième chambre voulait dire instituer une chambre des lords, comme en Angleterre, c'est-à-dire réintroduire la noblesse alors qu'elle venait d'être supprimée. Donc il était hors de question qu'il y ait deux chambres. On était contre le bicamérisme. Donc de fait, voilà, le Sénat, bon, même si c'est pas forcément la description que vous nous en faites aujourd'hui, pas forcément utile à la démocratie. Voilà, ça a pu exister. Oui. De même qu'effectivement, sous la Convention, il n'y a pas eu de Sénat, il n'y a eu qu'une seule chambre. Ça a été réintroduit après Thermidor, après la chute de Robespierre, par effectivement les bourgeois thermidoriens. Alors, c'est une démarche d'historien, puisque l'association s'intéresse à l'étude et à la recherche sur la Révolution française. Est-ce qu'on découvre encore des éléments de cette période? Ah, absolument. Alors, nous invitons souvent, lors de nos conférences, des historiens d'université, de façon avoir une bonne teneur de nos conférences. Parfois, nous en faisons nous-mêmes aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une bonne teneur, mais souvent, nous invitons de grands historiens. Et ils nous disent que dans le domaine de la Révolution française, il y a de nombreuses recherches à faire, notamment, précisément, au niveau des départements, dans les archives départementales. Et de façon à ce que cette analyse du travail de recherche dans les départements vienne de nouveau donner un regard différent sur toute l'analyse qui a eu lieu au 19e au 20e siècle, qui était surtout une analyse globale. Vous pensez qu'en 2017, on serait en mesure de refaire cette révolution française de 1789 ? La révolution française de 1789, elle est caractérisée. C'est-à-dire c'est une révolution bourgeoise. C'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir sur le régime féodal et qui abolit le régime féodal. Donc il n'est pas question que la Révolution française se rejoue aujourd'hui dans les mêmes termes. Maintenant, est-ce qu'il y aura une révolution, qu'il y aura une nouvelle définition faite par de nouvelles classes sociales à notre époque? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, c'est une vraie question parce qu'on l'entend dans l'actualité par rapport aux choix qui sont donnés par le gouvernement de la France pour la nation. Voilà, il y a un budget qui vient d'être voté. Certains disent que ce budget donne plus d'avantages à ceux qui ont de l'argent puisqu'il y a une partie de la suppression de l'ISF. Que de fait, ceux qui sont pas soumis à l'ISF sont aussi soumis à des réductions comme par exemple les 5 fameux euros des APL. Donc voilà, c'est pour ça on a l'impression que même dans le mouvement politique en France, et on a vu comment ça s'est traduit au niveau de la présidentielle, il est ressorti finalement deux partis, l'un qui était pas du tout attendu, qui est le mouvement En Marche, le mouvement La France Insoumise, et ceux qui ont longtemps dirigé la nation, qui étaient les partis de droite et le Parti socialiste, de fait, ont quelque peu disparu, même s'ils restent présents à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Non, ça c'est un constat de la situation actuelle. Nous, le constat que nous faisons de la situation dans la Révolution française, c'était effectivement une lutte qui a été une lutte acharnée entre les anciens possédants, qui étaient les seigneurs féodaux, la noblesse, la royauté, et une nouvelle classe sociale qui émergeait, qui était la bourgeoisie, qui s'est formée au sein de l'ancienne société, de ce qu'on appelle l'ancien régime. Aujourd'hui, c'est différent. C'est une bourgeoisie qui est confrontée effectivement à une autre classe sociale, et il y a un combat aussi irréductible que ce qui s'est passé finalement en 1789. Maintenant, quelle en sera l'issue, ça appartient aux citoyens d'en décider aujourd'hui. Puisque l'association promeut les valeurs démocratiques et républicaines, qu'est-ce que l'association pense de ce combat qui a été mené à cette époque, même si ce combat-là a été seulement, je dirais, restreint aux hommes, du droit de vote, alors qu'aujourd'hui tout le monde se désintéresse du droit de vote? Alors, effectivement, la Révolution française a posé le droit de vote. Dans un premier temps, d'abord, le droit de vote, il y avait un suffrage censitaire, puisqu'il fallait payer une contribution d'une valeur égale à 3 journées de travail pour être élu dans une municipalité, au niveau d'un district. Voilà. Et puis beaucoup plus, d'ailleurs, pour ensuite être élu député, puisqu'il fallait payer ce qu'on appelait le marque d'argent à l'époque.
Et lors de la seconde révolution du 10 août 1792 qui mit fin à la royauté, il a été instauré le suffrage universel pour la première fois, tout en précisant qu'il était masculin. À cette époque, on ne se posait pas la question du droit de vote des femmes. Et les femmes, d'ailleurs, elles-mêmes ne le réclamaient pas dans leur grande majorité, à part quelques personnalités. Donc, effectivement, ce droit de vote est un droit important du citoyen, qui a été ensuite remis en question pour en refaire un suffrage censitaire sous le Directoire, et encore plus important ensuite sous Napoléon. Et donc on voit bien que quand nous disons que nous défendons les valeurs républicaines et démocratiques, nous allions les deux. C'est-à-dire que pour nous, la République, elle doit être démocratique. Or, il y a plusieurs sortes de républiques. Il peut y avoir la République des notables, une République bonapartiste, etc. Donc nous sommes ancrés dans un combat pour une République démocratique. Certains diraient une république jupitérienne. Alors, certains utilisent cette formule de république jupitérienne. On peut aussi utiliser une autre formule qui est la république bonapartiste. Voilà, donc tout ça... Je m'excuse, mais puisque la Ve République est issue d'un coup d'État en 1958, et donc elle se rattache au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, de 1952. Daniel Jouteux, le club René Levasseur est apposé à celui de l'association. Peut-on rappeler qui était René Levasseur, dont un boulevard porte le nom au Mans ? Absolument. Alors, nous avons pris le nom de Société des Amis de la Révolution française, qui permet de bien situer le champ de nos travaux. Et puis nous avons aussi choisi un sous-titre, Club René Levasseur de la Sarthe, qui était un personnage extrêmement intéressant. Certainement celui qui a été le plus honoré au niveau de notre département par les édiles, puisque René Levasseur de la Sarthe était un chirurgien accoucheur qui s'est engagé tout de suite dans le processus révolutionnaire. Il a été élu au Mans, à la municipalité du Mans. Ensuite, il a été élu au district. Et lorsque est venu l'heure de la Convention nationale, il a été élu député à la Convention nationale. Donc c'est un personnage qui a été ensuite, a joué un rôle important. Il a été commissaire du peuple à l'armée du Nord. Donc il a été également commissaire dans d'autres départements, notamment il s'est retrouvé à Angers face à l'armée catholique et royale en début décembre 1793 pour empêcher l'armée catholique et royale de repasser en Vendée. Et d'autre part, il a quelque chose de particulier, c'est que c'est lui qui a déposé la motion abolissant l'esclavage pour la première fois, le 16 pluviose en 2, c'est-à-dire le 4 février 1794. Et donc c'est un personnage très attachant de ce point de vue. C'est pour ça que nous lui avons rendu hommage en 2014 d'ailleurs, et qu'il y a boulevard René Levasseur, une plaque qui avait été apposée à l'époque par nous avec la ville du Mans, rappelant ce fait historique que la première abolition de l'esclavage avait bien eu lieu en 1794 et non pas en 1848, comme on nous l'apprend au lycée ou au collège. Donc c'est important de rappeler l'histoire de ce grand homme qui a représenté en quelque sorte la Révolution française sur notre territoire. D'ailleurs, je suis en train de terminer sa biographie, puisqu'elle n'avait jamais existé. C'est lui-même a fait publier ses mémoires, qui sont un gros volume important, qui a été republié au moment du bicentenaire de la Révolution française. Cette biographie devrait paraître lors du premier trimestre 2018. Moi, j'aime bien faire la comparaison, vous l'aurez compris, entre le passé, cette Révolution française, et notre présent. Plus de 2 bicentenaires plus tard, la France reste-t-elle installée dans les principes de la Révolution française ? Alors, c'est un peu difficile ça à répondre. Ça l'historien, et en même temps le contemporain. Parce que tout dépend de la période que l'on prend pendant la Révolution française. La Révolution française n'a pas été statique, elle a considérablement évolué. Entre l'Assemblée nationale constituante, la Convention, le Directoire, le Consulat, vous vous rendez bien compte qu'il y a des formes de régime totalement différents. Et donc aujourd'hui, il appartient à chaque citoyen, à partir de la compréhension de cette période historique, de se situer par rapport à ce que nous vivons comme régime actuellement. On a des clés pour identifier justement la réponse à cette question ? Les clés, bien sûr qu'elles peuvent être un certain nombre de clés. C'est quand on étudie la première période, notamment de l'Assemblée nationale constituante, sur le terrain de la démocratie, il y a eu un véritable combat qui s'est mené, qui a été perdu sur le fait du suffrage censitaire, mais qui a existé, et qui n'a pas seulement existé comme débat au sein de l'Assemblée nationale constituante, mais qui a existé dans les districts de Paris. Paris est, ce qu'on appelait à l'époque d'ailleurs les sections de Paris, les 60 sections de Paris, où on a vu apparaître
une discussion très importante sur peut-on révoquer les élus, qui est aujourd'hui aussi un débat. La 6e République. Qu'on retrouve. J'allais vous poser la question, ça tombe bien. Hein. C'est un débat qu'on retrouve aujourd'hui au sein de certaines organisations. Des élus peuvent-ils être contrôlés en cours de mandat, y compris révoqués? Cette question a été posée en 1789. Comme je vous dis, il y a une richesse extrêmement importante qui peut éclairer notre présent. Et il appartient bien sûr à chacun de s'y référer ou de ne pas s'y référer, de s'appuyer sur ou de s'appuyer contre. De fait, le principe fondamental de la Révolution, c'est, évidemment, l'objet c'était de rendre le peuple plus heureux, mais en même temps de donner une représentation du peuple. Aujourd'hui, il y a l'Assemblée nationale, et pourtant le peuple n'est pas toujours d'accord globalement avec ceux qui les représentent à l'Assemblée nationale. Est-ce que de fait, cette 5e République, constitution qui a été voulue par le général de Gaulle, est en train de s'épuiser au regard des dernières élections qui mobilisent quand même peu, en tout cas, l'expression du droit de vote? C'est-à-dire que déjà sous la Révolution, il faut comprendre que la bourgeoisie s'est présentée comme apportant des droits universels. Au bout de quelque temps, très rapidement, on s'est aperçu que c'était les droits pour elle-même, en tant que classe sociale. Et ce qui caractérise certainement la Révolution française, c'est l'apparition sur la scène de l'histoire du peuple. Ce qu'on appelait le peuple à l'époque, parce qu'il n'y avait pas trop de différenciation, c'était une petite bourgeoisie, des artisans, des petits commerçants, etc., de tous les petits travaux qui existaient dans Paris et dans les autres villes. Donc il y a eu cette émergence du peuple, aussi bien le 14 juillet 1789 que lors de la Révolution du 18 août 92, mais en permanence. Et on peut voir que la Révolution a évolué de droite vers la gauche, si j'ose dire, pour ensuite revenir, après le 9 Thermidor, de la gauche vers la droite. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, on entend beaucoup certains dire que la Ve République est à bout de souffle, dans la mesure où il y a une exigence de plus en plus forte de démocratie, puisque tout le monde reconnaît qu'il y a l'utilisation de certaines modalités de la Ve République qui empêchent le débat démocratique, y compris même d'ailleurs au sein de l'Assemblée, car on peut constater une chose, c'est que sous la Révolution, il y avait un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Qui dit pouvoir exécutif dit qu'il exécute les décisions du pouvoir législatif. Or, aujourd'hui, on a une inversion. Oui, tout à fait. On a un pouvoir exécutif qui dicte à l'Assemblée nationale, finalement, les lois qu'il veut faire passer. Et donc, c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir au regard de ce passé historique. Daniel Jouteux, on vous a entendu parler du 9 Thermidor. Certains doivent se dire, dans quel siècle sommes-nous? Justement, on s'en parle dans quelques instants. Donc là, on va mettre... La tribu des assauts, Jean-Yves Breteau. 228e numéro La tribu des assauts, dans laquelle je reçois cette semaine l'association SARF, la Société des Amis de la Révolution française, le club René Levasseur de la Sarthe qui est représenté par Daniel Jouteux, son président. On parlait de cette expression calendaire, le 9 Thermidor, pour exprimer justement la manière dont étaient conçus les calendriers sous la Révolution française. Et justement, la Société des Amis de la Révolution française organise sa prochaine conférence. Ce sera le samedi 14 octobre à la MJC Ronceret, qui est bien sûr situé boulevard de la Frénénerie au Mans. Quel en sera l'objet ? Eh bien, l'objet de cette conférence sera de présenter le calendrier républicain en deux parties. Une première partie, ce sera le calendrier à l'heure de la science. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Révolution française va chercher à unifier le royaume dans tous les domaines. C'est l'intérêt de la bourgeoisie pour développer son commerce. Il faut briser toutes les entraves au développement du commerce qui existait sous l'Ancien Régime, tant dans les poids, dans les mesures, que dans le temps. Et donc, il va y avoir tout un travail qui va être engagé pour créer de nouvelles mesures pour l'ensemble du royaume qui seront basées sur le système à base 10, qui va toucher les poids, les mesures de liquide, les mesures de longueur, etc., mais aussi la mesure du temps.
Et donc, on verra comment s'inscrit justement ce calendrier républicain à l'heure de la science. Et donc, il sera présenté par Philippe Leroyer. C'est cela. Alors, vous aussi, vous serez de la partie le 14 octobre, puisque vous viendrez présenter le calendrier républicain en poésie. Oui, le calendrier républicain en poésie. Alors, c'est un exposé qui parlera de la naissance du calendrier républicain jusqu'à son décès, puisque vous savez qu'il a... C'est vrai qu'on ne lit plus 9 terminors maintenant. Non. C'est fini. Et effectivement, Napoléon a mis fin au calendrier républicain suite au concordat qu'il avait signé avec la papauté. Donc cette conférence du calendrier en poésie parlera bien sûr de tout l'aspect de la composition de ce calendrier républicain, notamment par le poète Fabre d'Églantine. C'est-à-dire, nous reviendrons sur les mois révolutionnaires, sur les jours révolutionnaires, les noms qui ont été donnés à ces mois, toute cette organisation qui a été conçue et approuvée par la Convention nationale à l'époque. Et nous avons effectivement associé à cette conférence des actrices de la Malle de Pandora, qui est une troupe théâtrale de la MJC, et qui déclamera un certain nombre de poèmes au cours de cette conférence sur les mois révolutionnaires, ou des petites scénettes également qui seront jouées. Très rapidement, Daniel Jouteux, vous serez aussi avec votre association présent lors de la 25e heure du livre les 7 et 8 octobre au Mans. Et là, on pourra trouver un très bel objet qui est le calendrier républicain et les fêtes décadaires. Oui, alors nous avons conçu ce calendrier républicain bien sûr dans le cadre de la préparation de notre conférence, de façon aussi à le proposer à la 25e heure du livre, au centre de la Société des Amis de la Révolution française. Ce calendrier n'a pas été conçu comme un calendrier qu'on punaise au mur et dont on tourne chaque page pour les calendriers, mais plutôt justement dans le style du calendrier républicain en poésie. C'est-à-dire que les gens pourraient y trouver bien sûr le calendrier républicain de l'année de l'an 226 de la République, qui correspond à l'année 2017-2018, vieux style comme on disait à l'époque. Mais ce calendrier contient les belles estampes de Laffitte, gravées par Tresca en 1796, qui sont des beautés en elles-mêmes, qui sont conservées au musée Carnavalet. Et ces 12 gravures, c'est peut-être le musée Carnavalet qui les possède en entier seulement. Et donc, dont on retrouve les reproductions on retrouvera les reproductions, effectivement, au format A4 dans cette brochure. On trouvera également les fêtes décadaires. Les fêtes décadaires, ça découle de l'organisation du calendrier républicain, puisqu'il n'y avait plus de semaines de 7 jours, mais des décades. Donc on est sur 10. Sur 10, c'est ça, du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 au 30, tous les mois ayant 30 jours. Et en 1794, il y a eu toute une discussion à la Convention, et c'est notamment Robespierre qui a porté ce débat, un peu contre ce qui se faisait, le mouvement de la déchristianisation, qui avait lieu où on transformait les églises en temples de la raison, et il propose de revenir en arrière et de créer la fête de l'être suprême. Et c'est à ce moment-là que sont décidées les fêtes décadaires. Et j'ai eu la chance de pouvoir photographier au musée Carnavalet les 36 gravures de Quéverdo qui viennent illustrer chaque fête décadaire, qui sont accompagnés de plusieurs poèmes qui viennent les chanter en quelque sorte, et notamment celle de Sylvain Maréchal, qui est un personnage qui était un ami de Gracchus Babeuf lors de la conspiration des égaux. Alors on est aujourd'hui en direct le jeudi 5 octobre. Comment aurait-on donné cette date si nous étions à l'époque de la Révolution française ? Alors là, 5 octobre. Le 5 octobre. Donc il faut regarder dans le cahier, parce que évidemment je n'ai pas le calendrier. Moi je pensais que vous connaissiez les dates par cœur. Ah, vous êtes dur. Alors le 5 octobre, c'est le Quartidi, effectivement, 14, et c'est le jour du Réséda. Non. Merci beaucoup, Daniel Jouteux. Voilà, on invite les gens à aller, bien sûr, vous rencontrer lors de la 25e heure du livre, donc je le rappelle, qui est au Mans les 7 et 8 octobre, mais aussi lors de cette conférence qui aura lieu le 14 octobre à 14h30 à la MJC Serronceret, boulevard de la Félinerie au Mans, pour ce calendrier républicain, à l'heure de la science et le
Landrier républicain en poésie. On rappelle que l'entrée est libre et gratuite. Absolument. Mais ceux qui veulent vous rejoindre, qui veulent s'intéresser un petit peu de plus près à vos activités, comment on peut vous contacter ? On peut nous contacter, en général, on laisse notre numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Il y a un site Il y a un site internet qui existe, c'est un blog, plus exactement. Et notre cotisation est une cotisation annuelle que nous avons voulu modeste. C'est une cotisation de 16 € annuels par rapport à d'autres associations qui ont des cotisations à 40 €. Nous avons voulu faire ça parce que notre objectif, c'est de populariser la Révolution française. Et à chaque fois que nous faisons des conférences, nous avons pris l'habitude de publier nos conférences dans des petites brochures qui seront à la disposition à la 25e heure du public. Puisque nous existons depuis 2010, nous sommes à une 22e conférence. Et les gens peuvent, à partir de là, retrouver le contenu de nos conférences dans ces petites brochures. Merci beaucoup, Daniel Jouteux. Merci à Frédéric Chauveau pour la réalisation technique. On se retrouve la semaine prochaine dans un prochain rendez-vous associatif.